facile. Nous allons démarrer dans quelques instants, puisqu'il n'est pas tout à fait 13 heures, sur le sujet donc du leadership et la prise de parole. Et j'ai envie d'ajouter la prise de parole facile, parce que ça doit être facile de construire une bonne prise de parole. Donc, vous savez que ce sujet de la prise de parole facile est embarqué sous une masterclass dans laquelle il y a 3 intitulés. Donc, en début du mois de juin, au début du mois de juillet, j'avais animé un live sur la confiance en soi et la prise de parole. Et donc là, on est sur la thématique du leadership et de la prise de parole. Et puis, en novembre, le 9 novembre, ça sera sur la performance et la prise de parole. Voilà, il est 13 heures, donc je vous propose de donner le coup d'envoi formel de ce live sur le sujet donc du leadership et de la prise de parole en public. Ma proposition est de vous permettre au maximum de ce qui est possible sur une plateforme telle que celle-ci d'intervenir. Et au-delà des bonjours, et bonjour à ceux qui m'écrivent dans le chat, je vais vous proposer d'utiliser le chat pour poser vos questions, interagir avec moi au maximum de ce qui sera possible, évidemment, dans les limites technologiques de cette conférence. Bien sûr, je vais vous donner également des clés, en tout cas les premières clés du sujet de la prise de parole, puisque c'est mon expertise métier. Mais ce qui nous intéresse, je crois, tous ici, avant tout, c'est cette corrélation entre le leadership et la prise de parole en public. Et j'ai une première question à vous poser, justement, puisque je vous parle de ça. Quelle corrélation faites-vous entre leadership et prise de parole? Si je vous pose cette question, c'est que d'expérience, dans beaucoup d'entités, d'entreprises dans lesquelles j'interviens, eh bien, cette corrélation n'est pas encore faite. Et moi, ça me paraît toujours très étonnant. Évidemment, je vois le monde à ma manière avec ce sujet de la prise de parole en premier et en émergence. Mais cette corrélation entre leadership et prise de parole me paraît encore assez ténue. Et je vais partir du principe que si vous vous êtes inscrit, et vous êtes assez nombreux à vous être inscrits, et j'en suis contente, si vous êtes inscrit à cette conférence, c'est que pour vous, cette corrélation est évidente, ou en tout cas, elle vous interroge. Alors, les premières réponses qui arrivent dans le chat, et merci pour ceux qui se lancent à froid comme ça. Alors, il y a le sujet de la crédibilité, de la confiance en soi, de faire passer des messages clés. Ok, faire passer des messages clés, effectivement. Alors, je note parce qu'après, ça défile et puis j'oublie crédibilité, confiance en soi, faire passer le message. Et puis, alors, les forces de conviction. Le leadership peut se faire avec des actions, mais elles doivent être reliées à des idées, à des valeurs auxquelles vont s'attacher l'audience. Savoir fédérer, plaisir de la transmission. Bon, avec ça, déjà, on part ensemble sur de bonnes bases. Merci pour toutes vos interactions. Pour ceux qui seraient frustrés que je ne leur réponde pas précisément, parce que je ne vais pas pouvoir le faire techniquement, puis je ne peux pas le lire pendant que je parle, en haut de l'écran, vous avez une petite barre « Prendre rendez-vous », cliquez ici. Vous pouvez cliquer, vous atterrissez sur un agenda, prenez rendez-vous. On continuera cette discussion en face à face pour tous ceux qui risqueraient d'être frustrés de ne pas avoir entendu toutes les réponses à leurs questions. Donc, effectivement, on est tous, en tout cas tous ceux qui ont interagi là, on est tous sur la même longueur d'onde. Il y a effectivement une forte corrélation entre leadership et prise de parole. Et il est temps, me semble-t-il, que cette corrélation soit développée, soit accompagnée pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés, parce que résolument, c'est un sujet. Je pose cette question supplémentaire que vous voyez apparaître là donc sur le slide. De quelle manière la compétence de prise de parole peut-elle renforcer le leadership? C'est vraiment la question qui m'apparaît comme étant aujourd'hui clé. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est plus importante aujourd'hui que par le passé? Parce que depuis maintenant bientôt 3 ans, on vit dans un environnement qui est en perpétuel bouleversement. Alors d'abord pour des raisons sanitaires, après pour des raisons de guerre, et puis aujourd'hui avec les impacts de la guerre sur la crise énergétique, la crise du pouvoir d'achat. Donc ça veut dire quoi ça dans les organisations? Ça veut dire que
si on confond déjà manager et leadership, parce qu'ils sont assez proches, hein, même si je vais expliquer peut-être, je vais faire une précision sur qu'est-ce que c'est que formellement le leadership, mais déjà considérons que tous ceux d'entre vous qui êtes en position de manager, même si ce sont 2 personnes, vous avez que 2 collaborateurs, bah déjà il faut les manager, il faut leur transmettre des consignes, il faut les rassurer sur la possibilité de continuer de faire le job dans les nouvelles contingences qui sont celles qui sont partagées par tous et qui sont plus impactantes à certains endroits que dans d'autres. Mais en tout cas, ce job du manager, du dirigeant est aujourd'hui davantage challengé que par le passé. Ça veut dire quoi? Et je pense que vous pouvez tous en témoigner. Ça veut dire que, il y a besoin de plus de rassurance. Vous avez dit de mieux convaincre. Il s'agit aussi de mieux, faire adhérer. Il s'agit aussi, de faire, venir les jeunes recrues dans l'entreprise. Au début de l'été, il a beaucoup été question, comment ils se sont appelés les jeunes d'AgroParisTech là, ceux qui refusaient d'en rentrer dans les entreprises parce que le contexte ne leur, convenait pas. Donc il s'agit d'aller pouvoir chercher des nouvelles recrues. Donc ça veut dire là aussi prendre la parole et puis, il s'agit de retenir ceux qui ont envie de partir. Bref, à tous les étages, le manager et dirigeant ou dirigeant est en situation de devoir s'exprimer, de devoir prendre la parole. Alors je lis aussi, alors savoir convaincre, je viens d'en parler. Il y a le sujet du message clair. Alors ça m'amène tout de suite sur le prochain point. Il y a la question du trac. Oui, bien sûr, c'est un sujet que j'évoque souvent en prise de parole en public. Je pars du principe qu'on a tous le trac. Moi, j'ai fait de la radio pendant plus de 20 ans. Je fais des lives très souvent. Dans les 5 minutes avant d'appuyer sur le bouton, j'ai le trac et encore heureux que j'ai le trac parce que c'est ça qui me permet d'être au maximum de ce qui est de se monter sur le ring dans ma prise de parole face à vous, hein, et dans cette dimension de s'engager dans son récit pour faire passer ses messages. Donc en fait, ce sont toutes ces contingences qui sont là aujourd'hui et qui sont, une fois encore, je le répète, je crois pouvoir dire, et là aussi j'attends vos témoignages, c'est plus compliqué qu'avant. C'est plus compliqué qu'avant, pourquoi? Dans le monde d'avant, le manager, ah oui, je ferais un petit distinguo entre le manager et le leader, puisqu'il est question de leadership. On va dire que celui qui est en situation de leadership, il est davantage que le manager, je dirais, ordinaire, excusez-moi, mais c'est vraiment pas péjoratif, de devoir porter une vision, hein, de lui-même faire des recommandations au-dessus. On pourrait dire qu'il y a un niveau de management qui a besoin d'être en capacité de transmettre des consignes, de faire cascader ce qui vient du haut, pour utiliser un terme très galvaudé, cascader. Le leadership consiste à faire remonter, à pouvoir faire remonter ce qui vient du terrain pour en tirer des enseignements, pour faire des propositions, pour amener une vision parfois. Alors là aussi, hein, on peut manager à peine quelques personnes et puis être en position de devoir faire du leadership, hein, donc d'amener son point de vue dans le récit, d'amener son analyse. Oui, son point de vue, ça me paraît être le bon mot pour la prise de parole et plus largement pour le job du leader dans cette dimension de leadership. C'est amener son point de vue. Après, il y a des managers qui le font et qui le font très bien et qui le font tous les jours. Donc pour moi, en termes de vocabulaire, la différence, elle est infime. Mais ce qui va être important par rapport à notre sujet aujourd'hui sur la prise de parole, c'est d'être capable de nommer la vision, de nommer la direction, de nommer le sens. Je vais venir un petit peu plus loin. Merci pour tout ce que vous continuez d'écrire dans le chat, hein, et puis que j'attrape comme ça au fur et à mesure. Savoir-être et savoir-faire. Alors là, voilà, le dernier mot amène directement à la suite. Savoir-faire, c'était ce qui était demandé dans le monde d'avant à un manager. C'est-à-dire qu'en général, on devenait manager
et parfois aussi du coup dirigeant dans cette position de leadership, on devenait manager parce qu'on avait un savoir-faire. On avait on avait gravi les échelons d'une entreprise dans laquelle d'ailleurs on restait longtemps, beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui, et on avait acquis un savoir-faire. Et c'est avec ce savoir-faire qu'on manageait les autres. Bon, ça ne veut pas forcément dire qu'on sait les manager, mais en tout cas, c'était le mode de fonctionnement jusqu'à allez, la fin du XXe siècle, on va dire. Après, on a découvert que le savoir-être était très important. Le savoir-être, c'est cette entreprise bienveillante, n'est-ce pas? Vous êtes beaucoup à me parler quand je travaille avec vous pour vous accompagner dans vos situations de prise de parole au sein de l'entreprise. Vous êtes beaucoup à me dire que l'entreprise aujourd'hui, elle veut que vous soyez bienveillant. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous, vous me dites, bah, c'est très compliqué parce que d'un côté, on nous dit, voilà, il faut les faire travailler plus vite, avec moins de moyens. Et puis, de l'autre côté, il faut qu'on soit bienveillant. Et comment on fait? Ça nous amènera au sujet de l'assertivité. On verra en fin de conférence à 13h45. J'ai oublié de le préciser. Donc, le savoir-être, effectivement, ça relève toute cette dimension de qualité relationnelle. Mais ça, ce n'est pas encore tout à fait notre sujet. Notre sujet, il est sur le savoir-dire. Et ce savoir-dire, il est là aussi trop souvent ignoré. C'est-à-dire que j'aime bien dire que parler est différent de prendre la parole. Parler est différent de prendre la parole parce que dans prendre la parole, je prends quelque chose. C'est-à-dire que je prends une place. D'ailleurs, mes fonctions de manager dirigeant, puisqu'on parle de leadership, mes fonctions de manager dirigeant m'obligent à prendre une place quelque part dans l'entreprise. On m'a positionné dans un organigramme. Alors en quoi est-ce que c'est différent de prendre la parole que de parler? Je dirais que parler, pour tous ceux d'entre nous qui avons la chance d'être, je dirais, capables hein, de cette chose-là, parler à quelque chose de l'ordre de l'instinct, de l'intuition. Enfin, je ne sais pas exactement comment il faut l'appeler, mais le petit enfant, tout petit déjà, on lui apprend à parler, il émet des sons et on l'amène dans ce parler qui a quelque chose qui vient du ventre, hein, qui vient de l'émotion, qui vient de l'instant. Ça, c'est ce que vous faites et c'est très bien de le faire à la machine à café. Ça vous vient comme ça vous vient et tant mieux si ça vient bien. Alors on commente le match de foot d'hier, les histoires de char à voile qui sont à la mode depuis 2 jours, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis prendre la parole, ça suppose de prendre sa place et c'est ce savoir-dire donc qui est corrélé avec le savoir prendre la parole, savoir dire. Et pour moi, c'est pour ça que je vous propose cette représentation graphique-là. Pour moi, le savoir-dire, en fait, il est en surplomb de tous les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre savoir-faire, je vais prendre un exemple, imaginons que vous ayez un parcours d'ingénieur et que vous avez été nommé à un poste de manager assez élevé qui vous met aussi en situation de leadership. Vous avez beau être un excellent ingénieur, ça ne dit pas forcément que vous êtes un bon leader. Et que pour acquérir cette dimension de leadership, il va, c'est ma recommandation en tout cas, savoir acquérir cette dimension de savoir-dire. De la même manière, pour moi, le savoir-dire embarque le savoir-être. Les premiers mots du savoir-être, c'est bonjour, s'il vous plaît, merci. C'est ce qu'on apprend aux enfants. Ça fait partie du savoir-être, mais c'est aussi un savoir-dire. C'est un savoir-dire dans sa spontanéité, dans l'exemple que je viens de donner, mais un savoir-dire, ça veut dire aussi comment est-ce que j'organise mon propos pour que chacun me comprenne. Et puis j'attrape dans le chat aussi trouver la bonne énergie, trouver le bon ton, absolument. Hein, dans le savoir-dire, il y a la dimension du récit, donc de ce qu'on appelle la dimension verbale, et puis il y a aussi tout ce qui est le non-verbal. Trouver l'énergie, c'est effectivement, c'est tout à fait ça. C'est comment être sûr de son récit, d'être assuré de la manière de dire pour rassurer par mon intention de dire, ça me permet de trouver mes points d'appui, de trouver l'énergie et donc de ce fait, en cascade, hein, trouver le bon ton et puis aussi
Alors ici, en visio, ça ne se voit pas beaucoup, mais quand même, la bonne gestuelle. Hein, ce qu'on sait aujourd'hui, parce que les neurosciences continuent de développer leurs connaissances sur le fonctionnement du cerveau, ce qui est de plus en plus certain, enfin qui est maintenant certain, c'est que l'auditoire, il comprend d'abord avec ses yeux. Donc la dimension visuelle, gestuelle du récit est très importante. Et ça va avec le savoir-dire dans cette dimension de prise de parole au sens, je dirais, professionnel du terme, hein, par opposition à parler comme ça vient. Voilà, je vais rajouter encore un point et puis ensuite je vous donnerai plus de temps pour réellement être dans l'échange par rapport, enfin dans l'échange, avec le chat hein, toujours, mais réellement être dans l'échange sur ce sujet de l'articulation entre le leadership et la prise de parole. Autrement dit, vous, chacun, vous aimeriez pouvoir faire quoi? Habituellement, nos récits sont emmêlés. Et c'est pour ça que je vous propose cette représentation figurée d'un récit, donc d'une prise de parole, euh, qui est compliquée de cheminer de A jusqu'à B. Alors pourquoi est-ce que c'est normal que ça soit compliqué? Et j'insiste sur cette normalité. C'est normal parce que nos cerveaux pensent plus vite que notre bouche ne parle. Donc ça veut dire que pendant que j'énonce un propos, dans ma tête, il se passe plein d'autres choses. Je pense à ce que après, à ce que j'ai peut-être dit avant et qui n'était peut-être pas une bonne idée ou tant mieux ou tant pis. Ici, je guette le chat. On ne peut pas faire formellement deux choses en même temps. Il faut savoir que le cerveau traite les informations de manière successive et non pas simultanée. Donc là, mon cerveau s'accélère parce que je guette le chat, parce que je surveille la montre, parce que je veux vous emmener au bout de mon récit tranquillement, mais aussi en ayant énoncé tout ce que j'avais à énoncer. Donc, je prends mon exemple, mais il se passe la même chose pour vous. Pendant qu'on parle, on a plein de choses qui se passent dans la tête. Et si en plus, j'insiste sur ce, et si en plus, et si en plus on ne sait pas exactement où on veut en venir, comment dérouler son propos, on ne sait pas exactement quelle attitude va avoir mon auditoire, peut-être que je me méfie d'eux, bref, si on ne sait pas où on va, eh bien ça fait autant de bonnes raisons pour que les fils soient très emmêlés. Et avec des fils qui sont emmêlés dans la tête, eh bien le résultat, hein, ce qui sort par la bouche et ce qu'entend votre auditoire, ça va être aussi un petit peu emmêlé. Alors là, schématiquement, il y a deux hypothèses. Soit vous avez un auditoire bienveillant, qui vous connaît et qui a envie de démêler les fils. Et qui les démêle en plus de la manière qui vous convient. Parce que ce sont vos collaborateurs, que vous bossez ensemble depuis longtemps, que vous avez réussi à installer une bonne ambiance dans l'équipe de travail. Et donc, ils vont démêler les fils et ils vont les démêler d'une manière qui vous convient. Et puis imaginez l'autre hypothèse, hein, moins rose, tout d'un coup, vos collaborateurs, ils n'ont plus envie de démêler les fils. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose dans l'entreprise, parce que le contexte est plus difficile, parce que leur situation personnelle est plus tendue. Vous voyez de quoi je veux parler. Enfin, depuis 2 ans et demi maintenant, on a plein de bonnes raisons, vos collaborateurs, vous avez malheureusement plein de bonnes raisons pour avoir eu des périodes pendant lesquelles c'était plus compliqué parce que maladie, confinement, inquiétude, enfin bon bref, des tas de choses. Okay. Donc quand vos interlocuteurs n'ont pas envie de démêler les fils, eh bien qu'est-ce qui se passe à la sortie de la réunion? Eh bien, il se passe que, alors pas grand-chose, hein, ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté les consignes, ils ne les ont pas entendues, ils ne vont pas avoir envie de les appliquer. J'ai vu passer effectivement dans le chat gérer et motiver un collaborateur récalcitrant. Bah oui. Alors on peut se demander pourquoi il est récalcitrant, mais on peut aussi se dire que la limpidité de votre prise de parole, et c'est là où je voulais en venir à la fin de cette première de nos 3 séquences, là, d'ici 13h45, la limpidité de votre prise de parole va peut-être
aider ce collaborateur à être moins récalcitrant. En tout cas, avant de faire adhérer, avant d'être suivi, il faut déjà arriver à se faire comprendre. Et je peux vous garantir que c'est plus facile de se faire comprendre quand le propos est déroulé comme ça que quand le propos est déroulé comme ça. Alors, on vient aussi culturellement d'un propos en 3 points, en 3 sous-points. C'est la démarche cartésienne qui est une démarche de démonstration et qui est souvent utilisée en prise de parole, qui est encore la plus répandue. Par exemple, quand on fait une présentation avec des slides, on utilise mais même une prise de parole assez ordinaire, guettez, écoutez, vous entendrez qu'il y a en général grand 1, grand 2, grand 3. Moi-même, je vous ai proposé 3 parties. Et pourtant, je passe mon temps à dire qu'il faut déconstruire les 3 parties. Donc, on est vraiment culturellement calé sur ce récit en 3 parties. Et au-delà de ces 3 parties, avec 3 sous-parties et 3 sous-sous-parties. Et la limpidité du propos, va permettre de déminer beaucoup de situations et de vous mettre dans une pleine position, beaucoup mieux calée sur votre dimension de leadership. Je vais revenir en plein écran parce que je voudrais vraiment prendre le temps de répondre à vos questions. Qu'est-ce que, je ne sais pas pourquoi, je vois que l'image est un peu floue. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Alors, une question. Avoir conscience que chacun a une perception différente, utiliser un langage simple, le visuel, 55% de l'impact de la communication. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. Je ne sais pas qui est JPV, mais peut-être qu'on a déjà travaillé ensemble, ou en tout cas, on a les mêmes lectures. Oui, l'impact de la communication est essentiellement visuel, donc 55% de l'impact du message passe par le visuel. C'est-à-dire que avant de vous comprendre, votre auditoire vous regarde et il se fait une idée de vous sur la base de ce qu'il observe avec ses yeux. Et puis, si on rajoute que 38% d'impact d'une communication, d'un orateur, est perçu par les oreilles, donc par la dimension vocale, eh bien, si on ajoute 55 et 38, ça fait 93. Donc, ça laisse 7% d'impact pour ce qui est stricto sensu du verbal. Alors, attention, oui, je vais prendre la question sur la visio, j'arrive. Attention, 93 contre 7%, ça ne veut pas dire qu'on peut raconter n'importe quoi. Moi, ma manière de travailler sur la prise de parole, ça consiste justement à considérer que c'est l'esprit clair et donc une structure narrative claire qui va permettre, parce qu'on est très au clair sur ce qu'on veut dire et ce qu'on amène, qui permet à la posture de se stabiliser, aux gestes de s'ouvrir, aux mimiques d'être congruentes, c'est-à-dire cohérentes par rapport avec le récit. Et puis, c'est ça aussi qui va permettre aux différentes dimensions vocales, le débit, la prononciation, les intonations, les silences, tout ça, c'est ce qu'on a dans la tête qui se voit et qui s'écoute. Donc, plus la structure narrative est solide, plus le non-verbal s'exprime de façon congruente, c'est-à-dire cohérente et qu'il vient soutenir l'intention du récit. Alors, juste un mot sur la visio avant de prendre le nouveau message. La visio, c'est plus compliqué. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interaction. Moi, je parle dans le vide. Je parle à ma caméra derrière, à mon salon. Donc, je n'ai pas de feedback, alors que mon corps, mon cerveau, lui, continue de chercher du feedback parce qu'il est programmé pour. Donc, c'est plus fatigant. Et puis, souvent, il n'y a pas la caméra. Là, par exemple, je ne vous vois pas. Vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Donc, je n'ai pas la dimension visuelle qui soutient et qui m'aide et qui me fait dire « Ah oui, ok, ça vous intéresse » ou alors ils sont déjà tous partis. Donc, la visio est d'autant plus compliquée quand il n'y a pas le visuel. Donc, je vous recommande de brancher vos caméras parce qu'on vous écoutera mieux si votre caméra est branchée. Et puis aussi, prenez soin en visio de ralentir le débit, de bien prononcer, de bien articuler. Parce que là aussi, si on vous entend mal, on n'écoutera pas le fond. C'est
C'était quoi la phrase d'Audiard? La forme, c'est ce qui remonte du fond, ou quelque chose comme ça. Alors, une question, comment communiquer facilement et efficacement lorsque l'auditoire est récalcitrant? Événement dans l'entreprise, inquiétude, en plus de la posture à avoir. Et puis ensuite, il y a une question sur le storytelling dans les ateliers de leadership. Alors, je vais venir sur le storytelling un petit peu plus loin. Je vais prendre la question de Magali. Comment communiquer facilement et efficacement quand l'auditoire est récalcitrant? Alors, déjà, facilement, je ne sais pas. Si la construction, enfin, quand moi je propose une prise de parole facile, ça veut dire qu'avec de la technique, avec de la méthode, et c'est pour ça que j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode du losange, avec une méthode, on peut arriver à construire ce discours clair, efficace, vous savez, le point qui va de A à B facilement. Après, de manière efficace, ce qui est important, c'est de répondre aux attentes de l'auditoire. C'est-à-dire que si vous savez qu'ils sont inquiets, par exemple, sur une baisse de volume de production, c'est des choses qu'on entend en ce moment, il y a des entreprises qui sont très impactées par la crise énergétique et qui réduisent la voilure. Et que, donc, ils sont inquiets pour cette raison d'une réduction de l'ampleur de la production. Mais qu'en même temps, vous les avez réunis pour leur expliquer comment va fonctionner les nouveaux tickets de cantine. Très bien. Eh bien, si vous ne parlez que des tickets de cantine, vous allez tomber à côté. Donc, avant ou après, il va falloir que d'une manière ou d'une autre, vous sachiez répondre à leurs inquiétudes, c'est-à-dire coller votre récit face aux attentes de l'auditoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont sauter de joie au plafond par rapport à ce que vous allez leur dire, mais ça veut dire que vous allez pouvoir être entendable. Et puis, dans la situation que décrit Magali, enfin sur la question de Magali, ce qui est important aussi, c'est de voir que une bonne prise de parole efficace, c'est une prise de parole qui s'inscrit dans un temps moyen et long. C'est-à-dire qu'on peut être efficace à court terme, mais ce qui est important, c'est la régularité de la prise de parole efficace, assertive. On va le voir là, on va avancer dans le déroulé. Je vois qu'il y a plein de questions. Une fois encore, je peux vous répondre dans un autre cadre. Mais voilà, installer une prise de parole, alors on va dire factuelle, une prise de parole avec cette dimension de storytelling, pourquoi pas. C'est tout ça qui va faire que vous allez pouvoir changer l'ambiance, pour répondre directement à Magali. Mais on ne la change pas comme ça, et je n'ai pas de baguette magique. Et la méthode du losange, j'y viens, la méthode du losange, elle est super efficace, encore faut-il l'utiliser. Je vais revenir sur les slides, on va passer à la suite. Continuez de mettre vos questions dans le chat, et puis une fois encore, on peut tout à fait répondre, continuer d'y répondre dans un autre cadre. Je vais descendre sur mes slides, je vais vous projeter cette image. Voilà, ça c'est l'image d'une route dégagée. Alors manifestement, ce n'est pas le paysage de Magali qui posait la question dans le chat tout à l'heure, mais en tout cas, c'est le job du leader et de celui qui pratique un leadership. C'est d'être clair dans sa prise de parole et d'être en capacité de montrer la route. Y compris quand le chemin est encombré. Mais en tout cas, dans le récit, dans la projection, l'idée, c'est qu'on doit pouvoir mettre des mots clairs et une représentation claire, même sur un paysage embrouillé, compliqué. Juste avant ce live, j'étais en call avec une personne qui m'interpellait sur une situation de crise. En situation de crise, le paysage, il n'est jamais comme ça. N'empêche qu'une prise de parole digne d'un bon leadership est une prise de parole qui donne ce résultat-là. C'est-à-dire que dans un paysage obscur, on voit où on va, on voit comment on y va. Et ça, donc, c'est toute la dimension de porter le sens. J'ai mis là, dans la bulle, j'ai mis sens égale l'intention, le but ultime, la direction, la vision. La prise de parole de quelqu'un qui est au niveau d'un leader, d'un dirigeant, d'un manager dans une position de leadership, c'est quelqu'un qui est en capacité de mettre des mots sur les intentions des actions et sur le but ultime des actions. Et très souvent, ce qu'on constate, c'est que
l'intention n'est pas nommée explicitement. Et pour ceux qui m'interrogent sur qu'est-ce que c'est que cette méthode du losange, racontez-nous davantage la méthode du losange. Ça, c'est l'un des points essentiels de la méthode du losange, c'est d'arriver dans le récit en énonçant l'intention d'une manière explicite, l'intention de l'action, le pourquoi faire. Ce n'est pas la peine d'arriver avec le problème, tout le monde le connaît. Ce qui est important, c'est d'arriver avec des mots qui disent quelle est l'intention, le but ultime des actions que nous réalisons. Et pour ça, je propose euh, une petite phrase comme un tremplin pour aller dans le récit. La petite phrase, c'est « Notre priorité, c'est… » Alors après, il faut trouver le mot qui va derrière cette petite phrase. Hein. Ou bien, c'est ce qui est important pour nous, c'est… Et puis, il faut trouver le mot-clé. Hein. C'est vraiment, oui, pour répondre au dernier message que je lis, c'est bien de donner du sens aux actions, et j'insiste, de le donner d'une manière explicite. Parce que dans votre tête, vous savez pourquoi faire, il faut faire plutôt comme ci ou comme ça. Mais si vous ne le dites pas, ça n'existera pas dans le cerveau de vos interlocuteurs. Ce que vous ne dites pas n'existe pas, sauf dans la tête de ceux qui sont absolument dans votre proximité, qui sont dans votre tête. Alors ça, c'est parfois votre conjoint, quand ça se passe bien, vos amis intimes, parfois un ou deux collaborateurs très proches hein, qui savent interpréter. Vous vous souvenez, démêler les fils, hein, on a vu ça en début de conférence. Mais pour les autres, si vous ne le dites pas, ça n'existe pas. Donc, résolument, nommez le sens, nommez l'intention des actions que vous mettez en place en tant que manager et nommez-les de manière explicite. Explicite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça franchisse vos lèvres. Si ça ne franchit pas vos lèvres, ça n'existe que dans votre tête. Donc, c'est exactement là hein, la difficulté de la prise de parole en public, quand on a vraiment cet objectif de résultat, de se faire comprendre. Ce qui est différent de la machine à café. Hein. La machine à café, une fois encore, on parle, il n'y a pas d'objectif de résultat. En revanche, en prise de parole, alors que ce soit en réunion de service, dans le CODIR, face au COMEX, avec des parties prenantes externes, face aux médias, à chaque fois que vous avez un objectif de résultat, à chaque fois que vous voulez que le monde change après que vous avez parlé, alors nommez votre intention, nommez le sens immédiatement. Ça, c'est… oui, je répondrai à la question là, qui est en train de tomber sur le sens du collaborateur et le sens du manager. Je vais y répondre dans quelques instants. Je vais vous donner l'autre clé. Ça, c'est la première clé que vous retrouvez dans la méthode du losange. Ça, c'est la première clé. Alors, bien sûr, dans la méthode, il y a plus d'explications pédagogiques sur comment faire hein, pour trouver l'intention, pour savoir la nommer. J'ai inventé un processus de préparation, de prise de parole en 5 étapes. Et dans la méthode du losange, il y a ce processus de préparation qui permet de faire en sorte qu'on arrive en prise de parole en énonçant immédiatement le sens, hein, cette intention. Donc ça, c'est vraiment l'un des 2 éléments principaux de la méthode du losange. L'autre point, c'est la dimension de construction du message. Je vais répondre à la question qui vient de tomber. Il faut comprendre qu'à la différence de ce qui se passe à la machine à café, une fois encore, où on parle sans se demander trop comment ça vient, on peut dire des bêtises aussi, hein, mais bon, c'est encore un autre sujet. Quand on est en réunion et qu'il va se planter, le récit, c'est vraiment il y a vraiment une dimension de construction narrative. C'est pour ça que j'ai choisi cette représentation imagée. Habituellement, on construit le récit en mode thèse, antithèse, synthèse. Pourquoi? Parce que ça fait 450 ans, depuis que Descartes est passé par là, qu'on utilise cette méthode et je dirais qu'on est culturellement totalement plugué, c'est le mot qui me vient, totalement accro à des méthodes démonstratives. Mais la démonstration n'est pas de la prise de parole. Vous n'avez pas tant besoin de démontrer que de vous faire entendre. Parfois, il peut y avoir un effet de démonstration. Mais ce qui est le plus important, c'est la dimension de construction du récit
qui match, hein, qui rencontre son auditoire. Et pour que le récit rencontre son auditoire, alors il y a une histoire de structure narrative, mais il y a aussi cette dimension très factuelle, très concrète, très explicite du récit. Tout à l'heure, et je suis contente parce que je l'ai vu passer dans le chat, donner du sens aux actions, a écrit quelqu'un. Et oui, j'ai l'habitude de dire que la communication aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, en particulier dans l'entreprise, mais aussi en politique, si jamais il y a des élus là, qui sont raccrochés, parce qu'il faut aussi du management et du leadership, hein, les élus. Dans le monde d'aujourd'hui, la communication, ça consiste simplement à mettre des mots sur les actions. Alors, ça peut être les actions qui sont en train d'être réfléchies, analysées, pensées, partagées, étudiées. Ça peut être des actions qui sont en train d'être mises en place, hein, qui sont en cours de construction, comme l'image que je vous propose de retenir, la dimension visuelle. Ça peut être aussi des actions qui vont être mises en place. Mais en tout cas, si vous vous dites que votre communication de leader pour acquérir du leadership, ça consiste juste, alors je mets des guillemets au juste, hein, parce que c'est très simple sur le papier, et en réalité, ça nécessite d'être un petit peu rodé, hein, de prendre un peu cette technique, mais comme on apprend à conduire une voiture, moi je joue au tennis. Hein. Si vous considérez que la communication, une bonne prise de parole efficace, c'est juste de savoir mettre des mots sur ce que nous faisons, sur ce que je fais, sur ce qui est en train d'être élaboré, alors vous allez rentrer dans ces dimensions très factuelles, très concrètes, très explicites du récit. Et dites-vous bien que sur la dimension factuelle du récit, il ne peut pas y avoir d'interprétation, il ne peut pas y avoir de mécompréhension. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être d'accord, mais ça veut dire qu'à minima, ils vont vous comprendre. Et donc, cette dimension explicite, à l'inverse d'une dimension très conceptuelle, ça fait vraiment partie, c'est l'autre pilier de la méthode du losange. Je vais revenir avec vous pour répondre à la question, et mettez-en d'autres des questions. Hein. Comment peut-on se préparer les détails de votre méthode? Vous la trouvez en accès libre, gratuit, sur mon site web. Vous tapez mon nom sur Internet, vous tombez sur mon site, vous cherchez, vous pouvez même taper méthode du losange maintenant sur Google, je suis bien référencée. Et vous pouvez télécharger donc gratuitement ce document qui fait une trentaine de pages et dans lequel j'explique voilà, les fondamentaux de la méthode du losange. Après, c'est un peu comme si vous aviez téléchargé une méthode pour jouer à la guitare. Après, il faut prendre la guitare et parfois, c'est plus facile avec un prof. Donc, je vous recommande de passer par le prof que je suis. Mais après, vous pouvez aussi largement débroussailler le terrain et voilà, et vraiment comprendre beaucoup de choses de cette méthode, déjà avec ce document que j'ai fait à dessein pour que tout le monde, chacun puisse en profiter. Alors, donner l'intention avec une note d'optimisme, surtout si le paysage n'est pas clair pour motiver. C'est toujours Magali qui a plein de questions. Alors, la note d'optimisme, je vais un peu la reformuler. Je crois que la dimension factuelle du récit que je décrivais avec ce slide, ces dimensions factuelles, concrètes, c'est elle qui va permettre un récit positif. J'ai plutôt envie de parler d'un récit positif que d'un récit optimiste. Parce que optimiste, ça suggère que le résultat soit OK. Et ça, on ne sait pas exactement ce qui va nous tomber dessus. Hein. L'histoire n'est pas terminée. Un récit positif, c'est de pouvoir se dire et de dire à ceux qu'on manage, qu'on dirige, c'est pouvoir dire, OK, compte tenu de la situation, voilà ce que nous allons faire. Et c'est ce que nous allons faire, et c'est comment moi, en tant que manager, je l'ai imaginé, pensé, réfléchi, analysé, et comment je propose que nous fassions de telle et telle manière. Et ça reboucle sur une question qui était tombée dans le chat au début de ce live, avec quelqu'un qui soulevait la notion de la rassurance. Si vous dites « rassurez-vous, tout va bien se passer », alors c'est peut-être optimiste, mais ça ne rassure pas.
Rassurer, c'est dire comment nous allons faire compte tenu de la situation, hein, c'est ça qui rassure. Donc voilà, si vous voulez bien, Magali, mais pas seulement, c'est de traduire l'optimisme par positif. Et la dimension factuelle du récit, elle est toujours positive au sens où on n'est jamais démuni, on n'est jamais les bras ballants. Et d'ailleurs, vous, en tant que manager, dirigeant, vous ne restez jamais les bras ballants face à une situation. Je suis sûre que non. Sinon, vous ne seriez pas là. Donc, pensez à, pensez à ce que vous faites et dites ce que vous faites, même si votre action, c'est de penser, c'est de réfléchir, c'est d'analyser. Hein, c'est vraiment cette dimension-là. Avant de prendre les dernières questions, je vais juste terminer sur cette dimension dont vous avez peut-être entendu parler et qui est la dimension de l'assertivité. Elle a été très à la mode dans l'entreprise dans la fin des années, enfin la fin du siècle dernier, dans les années 90. Puis après, on a un petit peu oublié, on a plutôt parlé de bienveillance. Et puis aujourd'hui, on revient beaucoup avec cette notion d'assertivité. Pour moi, l'assertivité, c'est vraiment cette prise de parole efficace, hein, c'est le dire sans nuire. C'est de pouvoir dire ce que j'ai à dire à mes équipes, même quand ce n'est pas agréable, même quand les circonstances font que je ne veux pas leur délivrer ce récit optimiste que Magali appelait de ses voeux. Nothing personnel, Magali, hein, je m'inspire juste de ce que vous avez dit. Donc, c'est vraiment de pouvoir dire ce que j'ai à dire en tant que manager, même quand ce n'est pas formidable à entendre, mais de pouvoir le faire passer dans cette dimension très factuelle, très explicite, très concrète du récit, qui a le mérite de rassurer donc les équipes, donc qui ne va pas nuire à court terme et qui ne va pas non plus nuire à moyen et long terme. Parce que parfois, on peut avoir une prise de parole un peu vive, vous savez, celle qui part un peu des tripes, être très efficace sur le court terme. Alors tout d'un coup, les équipes vont se mettre à mouliner plus vite, hein. Cependant, ça laissera des traces à moyen et long terme. Et quand on est un manager, dirigeant, et qu'on s'inscrit dans cette dimension de temps long, hein, même si aujourd'hui les temps longs sont moins longs qu'avant, eh bien, il est très important d'avoir cette prise de parole assertive, celle qui est proposée par la méthode du losange, hein, donc très explicite, très factuelle, très concrète, et avec l'énoncé de l'intention, du sens, dès le début du récit pour tout simplement signifier où on va collectivement, quelles sont les perspectives et comment ça va se passer. Voilà, on arrive presque au terme de ce live. Alors, je voudrais prendre d'autres questions. Comment gérer le trac qui peut brouiller la communication non verbale? Oui, et aussi la communication verbale, monsieur ou madame Garrigue. Le trac naît de l'incertitude. C'est-à-dire que, alors c'est vraiment de la psychologie à 3 balles, hein, ce que je vous fais, je ne suis pas psy. Mais moins on a la visibilité, c'est quand on entend un bruit la nuit et qu'on n'arrive pas à identifier ce bruit, on a forcément peur. Enfin, on a forcément peur, plus ou moins. Mais on a plus peur que quand on se dit: «Ah oui, c'est le chien du voisin, ah oui, c'est je ne sais pas, c'est la grille qui grince», voilà. Donc en fait, le trac, il vient de ne pas savoir. Quand le récit est embrouillé, quand on ne sait pas exactement comment amener sa prise de parole, quand on ne sait pas exactement comment dérouler son récit, c'est normal qu'on ait plus de trac que quand, en appliquant une méthode ou en se débrouillant autrement, après tout, hein, ça peut marcher aussi, mais quand on sait exactement où on va, quand on a une méthode pour s'installer dessus, pour appliquer les éléments de méthode, une fois encore, comme quand on apprend à jouer de la guitare, à jouer du piano, à jouer de la guitare, à jouer, oui, un instrument ou à jouer du tennis, quand j'ai une méthode, je peux sécuriser le résultat de ma prestation, donc j'ai moins peur de l'inconnu et donc je vais faire baisser le niveau du trac. Alors là non plus, hein, c'est pas d'un coup de baguette magique, exactement comme un apprentissage autre, hein, piano, guitare, tennis. Donc c'est vraiment comme ça qu'on fait baisser le trac, mais d'expérience, mes champions, j'aime bien les appeler comme ça, ceux que j'accompagne dans les situations de prise de parole, eh bien, ils témoignent qu'en 2, 3, 4 séances, parfois dès la deuxième,
le trac diminue considérablement. Après, il y a le trac positif, hein, il faut toujours regarder un petit peu. Une dernière question, y a-t-il des différences en communication en fonction de la nationalité de l'auditoire? Merci pour cette question très, très avisée. Je vais partir d'un principe qui est que tous les auditoires qui ont un smartphone dans les mains, tous ceux qui ont cette écoute distraite en permanence parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent sur le smartphone, bref, tous ceux qui sont, je dirais, dans le monde d'aujourd'hui dans lequel l'attention est aléatoire parce que distraite par des tas de choses qui arrivent, donc on a peu de temps, le paysage est surchargé d'informations. Toutes les cultures que je connais, alors essentiellement anglo-saxonnes, latino-américaines, européennes, je ne connais pas les cultures lointaines asiatiques, je ne les connais pas, mais tout le reste du monde que je connais un peu, je peux vous dire que l'auditoire fonctionne de la même manière. Ça m'arrive d'intervenir en anglais face à des multinationaux, y compris chinois, indiens parfois. Ça m'arrive d'intervenir en espagnol devant des latino-américains. L'auditoire fonctionne de la même manière parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, il est saturé d'informations. Il y a un rapport à l'autorité de la parole qui est très différent de ce qu'il était par le passé. Et donc, ma proposition est de considérer que tous les auditoires fonctionnent à peu près de la même manière. Attention, en prise de parole, pas dans la dimension relationnelle, culturelle, pas au déjeuner, hein, pas à la machine à café, mais en situation de prise de parole. Méthodologie TEDx, quel est votre avis si elle existe? Bien, ah oui, j'ai oublié le storytelling, mais il est déjà 13h45 et on va devoir se quitter. Le storytelling, ça découle de la méthode du losange. Donc, les TEDx, moi, je les fais à ma manière, en mode storytelling, méthode du losange. Donc, franchement, on continue d'en parler. Je suis vraiment ravie d'échanger. Merci pour votre attention durant ce live. Cliquez ici tant que c'est ouvert pour prendre rendez-vous. Vous pouvez aussi me joindre via mon site web. Vous y trouvez mon adresse mail, mon numéro de téléphone doit traîner quelque part. Donc, je suis très facilement joignable. Je serai ravie de continuer d'échanger avec vous. Et si je peux vous aider à faire en sorte que ce leadership devienne pour vous plus facile, plus confortable, plus fluide, y compris dans cette situation compliquée hein, que on connaît encore en cette rentrée et qui va peut-être continuer encore pendant quelques mois, eh bien, je serais vraiment ravie de vous le faire. Je vous souhaite un bon déjeuner si vous n'avez pas encore mangé, un bon après-midi, et puis prenez bien soin de vous, et peut-être à une autre fois. Ciao, ciao. Je vais débrancher. Ciao, ciao.